Bonjour à tous, c'est Pat, prof à tribord. Aujourd'hui, nous allons directement à la cantine. Au menu, en entrée, l'alimentation et sa sauce épicée, halal ou non, nous le verrons bien. En plat principal, les activités autour de la pause méridienne et en dessert, les relations entre les différents acteurs de cette pause méridienne. Installez-vous, j'apporte l'entrée. L'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie d'un individu. Hippocrate disait même que ton alimentation soit ta médecine. Nos élèves ont besoin d'une alimentation correcte pour grandir et pour se développer. Et nous, les enseignants, nous avons besoin d'une alimentation correcte pour nous conserver. Effectivement, on ne crée pas de la matière à partir du vide. N'en déplaise à certains qui disent oui, mais moi je ne comprends pas, je mange un bout de pain et je bois 2 verres d'eau et je prends 5 kilos. Non, ce n'est pas vrai. Rien ne se crée, rien ne se gagne, tout se transforme. Et pour créer de la matière, il faut avoir avalé de la matière. Or, si on veut créer de la matière de qualité, il faut avaler de la matière de qualité. On est ce que l'on mange et c'est pour ça que c'est primordial d'avoir une alimentation de qualité. Or, quand des fois je passe par la cantine et que je vois le contenu de l'assiette de nos élèves, je vois que une fois de plus, la France n'est pas au niveau. Alors, j'ai fait une liste de quelques pistes d'amélioration qu'on pourrait faire pour améliorer les repas de nos élèves et surtout, le plus important, améliorer la constitution des enfants, qu'ils puissent se développer dans les meilleures conditions. Piste numéro 1, favoriser l'agriculture locale. Avec la récente crise des agriculteurs, on est tous d'accord pour dire qu'un pays sans agriculteurs, c'est un pays mort et qu'une vraie richesse en France, notamment de par la diversité des climats et des géographies qu'on peut retrouver dans notre beau pays, une des grandes richesses de la France, c'est justement ces agriculteurs qui font pousser des denrées alimentaires aussi diverses que délicieuses. Donc, dans un premier temps, on devrait s'appuyer davantage sur nos éleveurs locaux plutôt que sur des gros groupes nationaux, voire internationaux, qui nous font manger de la merde qui vient de l'autre bout du monde. Un des exemples là qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'ananas au mois d'automne. Peu après la rentrée, quand je passais dans la cantine, j'ai vu qu'ils servaient en dessert de l'ananas. Alors en soi, très bien, mais pourquoi faire manger à nos élèves de l'ananas de l'autre bout du monde, sauf pour ceux qui vivent dans les dom-toms bien sûr, alors qu'on a des pommes partout dans nos vergers. Déjà, moins d'international, plus de local pour la bouffe. Ça permettra aussi aux élèves de se reconnecter avec leur terre. Quand bien même ces élèves viendraient d'ailleurs, ils vivent sur un territoire précis et délimité et il faut qu'ils aient accès à la nourriture de ce territoire en question. Et je trouve cet exemple des pommes et des ananas parfaitement à propos. Alors certains vont dire ouais, mais si on fait comme ça, on risque de manger des pommes très souvent. Bah oui, oui. Ayons moins de diversité dans l'assiette si c'est de la diversité de fruits qui viennent stériliser de l'autre bout du monde, parce que les ananas en question, c'était évidemment pas des beaux ananas frais venus de Saint-Pierre de la Réunion. C'était des ananas en conserve qui baignaient dans un sirop ultra sucré. Donc effectivement, au lieu de faire un moment une pomme et un moment un ananas en conserve, faisons constamment des pommes ou alors des poires. Et effectivement, je pense que d'un point de vue nutritionnel, les enfants y gagneraient à manger tous les jours des pommes locales et si possible bio, plutôt que de manger des fruits qui viennent de l'autre bout du monde, ou alors des fruits qui ont été préparés, comme notamment certains fruits au sirop, par des procédés qui d'un côté stérilise le fruit, mais de l'autre côté élimine une bonne partie des vitamines et des qualités nutritives du fruit en question. Une autre piste serait de manger moins de viande, mais de manger de la meilleure viande. Je vous arrête tout de suite, je ne suis pas devenu un bobo gaucheux qui veut faire manger des steaks de soja à tout le monde. J'aime la viande et je pense que la viande est nécessaire au bon développement d'un individu. Néanmoins, quand je vois la qualité de la viande qui est des fois servie dans le périscolaire, c'est à s'en arracher les cheveux. Comment voulez-vous que l'enfant mange la viande quand c'est servi dans un espèce de plat en sauce, hein, d'ailleurs, où il y a beaucoup trop de sauce, c'est d'ailleurs que ça, un énorme
tas de sauce dans laquelle ils traînent 3 morceaux de bœuf ultra gras, en fait 3 morceaux de gras gélatineux dans le tas de sauce. Ça ne marche pas, les enfants ne le mangent pas. Alors, je rejoins le point abordé précédemment. Au lieu de leur faire manger au lieu de leur mettre, pardon, dans l'assiette un gros morceau de bœuf du Chili, mettons-leur plutôt un plus petit morceau de viande bien plus qualitatif d'un agriculteur local qui aime ses bêtes et qui fait correctement son. De plus, on aura beaucoup moins de pertes en faisant manger à nos élèves de bons morceaux de viande qui prendront plaisir à manger, au lieu de leur mettre dans l'assiette de grosses portions de viande qui ne finissent pas, car trop grasses et pas assez cuit. Et de manière générale, comme je vous disais que c'est mieux d'avoir des petits morceaux de viande mais savoureux et tendres plutôt que de grosses pièces de viande dans l'assiette que les élèves ne mangent pas, il faut redonner aux enfants l'envie de manger. La manger, c'est aussi un apprentissage à plein de choses et on peut découvrir plein de saveurs sans pour autant aller bien loin. Je pense notamment au nord de la France, au chicon ou aux endives. Il y a plein de façons de cuisiner les endives pour faire découvrir à nos enfants ce patrimoine. Il faut redonner envie aux enfants de manger des bons plats, de manger de la viande, de manger des légumes. Et pour leur redonner envie de manger cela, ça passe d'une part par la présentation, car ce sont des enfants et ils sont forcément très sensibles au visuel, mais également par le goût. Je suis convaincu que s'ils savaient cuisiner, que si les salsifis, si je prends l'exemple des salsifis, étaient mieux préparés, mieux cuisinés, beaucoup plus d'enfants en prendraient et ils ne les poudraient pas. J'ai été, à titre personnel, dégoûté des salsifis toute ma scolarité. Et c'est qu'une fois adulte, quand j'ai voulu remettre certaines idées en question, quand j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine, car la cuisine, surtout quand on a la chance d'être français, est un domaine passionnant, que j'ai réalisé que les salsifis, c'est comme les endives, ça peut être vraiment bon si c'est bien cuisiné. Et de manière générale, si on donne aux enfants envie de manger et envie de bien manger, ça leur servira tout le reste de leur vie. Si on arrive à leur construire un palais, car un palais alimentaire, ça se construit, ça s'éduque, on a réussi quelque chose qui va, je dirais, bien au-delà de l'école, enfin qui va au-delà de l'école, car c'est un bagage gustatif, j'ai envie de dire, que l'enfant gardera toute sa vie. Car on ne le redira jamais assez, mais l'alimentation, c'est avant tout une éducation. L'alimentation, ça peut même être discriminant pour nos élèves plus tard, car l'alimentation est un marqueur social. Aller dans des milieux sociaux différents, on ne mange pas la même chose. Et je ne parle pas simplement du prix des aliments. Au risque de paraître caricatural, demander à un riche de faire un repas avec 20 euros et à un pauvre de faire ce même repas avec 20 euros, vous n'aurez pas les mêmes plats, vous n'aurez pas les mêmes attentes sociales, les mêmes attentes culturelles par le repas. Et c'est justement le rôle de l'école de donner accès aux enfants à la nourriture, à des saveurs auxquelles ils n'auraient pas forcément goûté chez eux, pour masquer ces différences sociales et j'irais même pas masquer ces différences sociales, mais permettre à ces enfants de monter l'échelle sociale. Et on monte aussi l'échelle sociale par la nourriture, car ça va être des discussions autour de la nourriture, ça va être par ce rapport à la nourriture qu'un enfant peut gravir l'échelle sociale et se distinguer socialement. Et au-delà de ça, on doit éduquer les enfants à l'alimentation, car quand on voit l'obésité, la vague d'obésité qui nous vient des États-Unis s'abattre sur nous en France, c'est effarant. Je me rappelle, il y a même quand on regarde les élèves dans la cour d'école, où c'est un constat que je me faisais quand j'emmenais une classe à la piscine. Je me disais, mais il y a 10 ans, il y a eu des enfants en surpoids, il y en a toujours eu. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, enfin c'est peut-être moi qui fais une fixette dessus, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on fait face à une véritable épidémie d'obésité en France. J'ai l'impression que chaque année à l'école, entre guillemets, je vais être méchant, mais le petit gros, avant, c'était l'exception. Maintenant, j'ai l'impression que l'enfant, c'est à partir du CM2, que l'enfant un peu rondouillard,
ou un peu rondouillarde, bah c'est devenu, je vais pas dire une norme, mais ouais, c'est comme l'enfant qui porte des lunettes, c'est normal, c'est basique. Et non, non, l'obésité est une maladie et ce n'est pas bon pour son corps d'être obèse. N'en déplaise à tous les slogans publicitaires qui nous disent de nous accepter comme on est. En tant qu'enseignant, moi, je veux le meilleur pour mes élèves. Et si je ne souhaite pas que mes élèves soient obèses, ce n'est pas parce que je n'ai pour admiration les canons de la beauté grecque, c'est parce que je sais qu'un corps obèse est un corps en mauvaise santé et que je veux le mieux pour mes élèves, à savoir qu'ils soient, dans un premier temps, en bonne santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Donc l'alimentation, l'éducation à une bonne alimentation est primordial. Et j'en parlerai après, le professeur a un rôle là-dedans, mais on peut faire toute la théorie qu'on veut. La meilleure éducation à l'alimentation possible, c'est de bouffer, c'est de kiffer bouffer, c'est d'aimer bien manger, être un bon vivant avec de bons plats de qualité, des plats du terroir. Et ça, c'est la meilleure éducation à l'alimentation possible. C'est en éduquant nos élèves à différentes saveurs, aux produits locaux, et j'insiste là-dessus, que quelle que soit l'origine, j'ai envie de dire géographique ou sociale de nos enfants, ils ont tous ce point en commun, c'est qu'ils vivent dans un territoire. On vit pas dans le métaverse, on est sur un territoire qui est un terroir. En France, on a une chance phénoménale d'avoir un terroir qui est riche, qui est diversifié selon la région. Il faut qu'on apprenne à nos élèves à aimer le terroir de nos régions. Bon, j'en conviens que certaines spécialités sont plus faciles à avaler que d'autres. Les tripes à la mode de Caen, c'est déjà un peu plus relevé. Mais néanmoins, éduquons nos enfants à manger diversifié, mais diversifié et surtout local et de saison. C'est comme ça qu'on leur donnera les bases d'une bonne alimentation et surtout d'une bonne santé. Ensuite, quand on parle des différents de l'alimentation à l'école, il y a le point que vous attendiez que j'aborde, c'est le point de la différenciation entre les différents régimes. Alors, avant de parler des différents régimes, je tiens à vous préciser qu'une décision du Conseil d'État qui date du 11 décembre 2020 précise qu'il n'y a aucune obligation de menu de substitution si le menu concerne un interdit religieux. Il n'y a aucune obligation de substitution ni aucune interdiction de substitution. C'est aux personnes en charge du repas qui font un menu de substitution en cas d'un interdit religieux ou non. Pour ma part, je suis fermement opposé à un menu halal à l'école. L'école doit rester un lieu laïque et le menu halal à l'école, bien qu'il ne soit pas à l'école, je sais très bien qu'on n'a pas pour le moment de menu halal à l'école, bien que quand on regarde dans les médias, on se rend compte que certains établissements scolaires ont essayé de franchir le pas et fort heureusement et pour combien de temps encore se sont pris un tollé. Mais je pense que le jour où on aura des menus halal à l'école, l'école aura fait faillite. L'école aura perdu sa vocation première, à savoir d'être un espace laïque qui forme des citoyens. Et pour justement ces menus de substitution, il faut que les Français, il faut que toutes les personnes qui se sentent concernées par la France et par cet avenir commun qu'on peut avoir ensemble, quelles que soient nos origines géographiques, il faut que tout le monde s'oppose à certaines pressions communautaires qui sont justement de plus en plus nombreuses. Évidemment, le but de l'école ne doit pas être d'exclure un enfant. Évidemment qu'il faut des alternatives sans porc. Ce serait ridicule, ce serait complètement con, disons les termes, d'aller à Créteil et de se rendre compte qu'à Créteil, il n'y a que des menus avec porc et d'exclure la moitié des enfants. C'est pas comme ça qu'on fera vivre la laïcité. Néanmoins, à la cantine, il faut qu'on reste très vigilant aux différentes pressions communautaires que les gens peuvent subir. D'autant plus que ces pressions peuvent être faites juste pour le simple fait de s'opposer verbalement
à certains régimes communautaires. Mais la France doit tenir bon et surtout les enseignants ne doivent pas lâcher du terrain sous prétexte que le sujet peut être un peu touchy, il faut botter en touche. Non, le régime halal n'a rien à faire à l'école. Il n'est pas encore arrivé, nous sommes bien d'accord, mais néanmoins, en tant qu'enseignant, je trouve que même si ce régime n'est pas encore arrivé, ça ne surprendrait pas dans les prochaines années qu'on commence à le voir émerger dans quelques écoles au nom de la démographie et que ça concerne une majorité d'élèves. Néanmoins, nous sommes la France, nous sommes un État-nation et pas un État communautaire et le peuple de France doit rester uni et s'opposer à un régime halal qui pourrait advenir dans les écoles quand on voit l'évolution des choses. Le vivre ensemble, ça passe également par la nourriture, par le fait qu'on mange tous ensemble la même chose, avec ou sans porc, c'est pas la question, mais sans. Une autre façon d'impliquer les élèves dans leur alimentation serait de les impliquer avant et après. Avant, notamment en leur faisant mettre la table. Je sais que dans quelques écoles, ça a été le cas. Et c'est-à-dire, ce sont les enfants qui sont en charge de la salle de restauration. Donc, je suis favorable à un système où ce sont les enfants qui passent le balai dans la salle de restauration avant et après, où ce sont les enfants qui mettent la table et qui débarrassent intégralement pour la simple et bonne raison que l'alimentation a aussi une fonction sociale et que chacun mette la main à la pâte et que chacun s'occupe de cet espace commun dans lequel on va prendre un repas ensemble, eh ben, c'est ce qui permet d'une part de créer des liens entre les élèves et d'autre part d'avoir un groupe, pas un groupe classe cette fois-ci du coup, mais un groupe école soudé qui donne un sens à ce qu'il fait et qui va prendre un repas. Un repas, c'est pas seulement avaler un apport calorique journalier, un repas, c'est aussi un moment d'échange, un moment social. Et je trouve que les élèves devraient être davantage impliqués dans ce moment social qu'ils vont passer ensemble, notamment par le fait de mettre la table, de débarrasser la table et de passer le balai dans la salle en question. Et je verrai aussi les élèves impliqués après le repas, au sens où, alors, je sais que dans les grandes écoles, ça peut très vite poser problème, et ça reste une piste. J'aimerais bien d'ailleurs avoir votre commentaire, en avis là-dessus, mais moi, je suis favorable au fait que les élèves fassent la vaisselle. La vaisselle, c'est quelque chose qui nous concerne tous, et à une heure où on n'arrête pas de parler d'égalité homme-femme, eh ben, ce serait un bon exemple d'égalité. On mange tous, on fait tous la vaisselle, et on implique l'enfant du début de son repas à la fin de son repas. Et même, pourquoi pas, et ça je pense que ce serait quelque chose de génial à faire, des ateliers cuisine. Je sais que ça prend du temps, mais moi je verrais aucun problème à prendre des petits temps sur les heures scolaires pour faire les repas, où j'aurais justement des cours de cuisine. Savoir cuisiner, alors pas pour forcément les élèves de primaire, mais un peu plus vieux, savoir cuisiner aujourd'hui c'est essentiel, d'autant plus qu'avec l'inflation actuelle, savoir cuisiner c'est en plus du bonheur que c'est de manger un mets délicieux, savoir cuisiner ça permet de faire de belles économies, ça permet de plus se faire rouler par les industriels et ça permet surtout d'avoir un rapport sain à la nourriture. Donc je suis très très favorable, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, à ce que les élèves aient des cours de cuisine à partir du collège, que des cours de cuisine simples, mais que chaque élève, quand il prendra son indépendance plus tard, soit autonome et sache se faire à manger correctement. D'autre part, le prof, hors temps scolaire bien sûr, mais le professeur a un rôle très important. Quand je vois les connaissances actuelles des élèves de primaire sur les fruits et les légumes, c'est effarant. Demander à des élèves de primaire comment sont faites les frites et quels légumes servent à faire les frites, bah, pour beaucoup, non, je vais pas dire pour beaucoup, mais quand j'avais posé la question à mes élèves, tous n'étaient pas persuadés que les frites venaient des pommes de terre. Et ça, ça m'avait, je me rappelle, c'était dans mes toutes premières années, ça avait été pour moi une de mes claques de jeune enseignant. Je ferai un podcast plus tard sur justement mes premières années de jeune enseignant, mais la méconnaissance des élèves sur ce qu'ils mangent m'avait effaré. C'est pour ça que
chaque année, je fais des cours forcément je fais des séances sur l'alimentation, qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce qu'un légume, d'où ça vient, comment c'est transformé, que nos élèves sachent ce qu'ils ingèrent 3 fois par jour. L'entrée est finie, passons au plein principal. Alors, la pause méridienne a un impact direct sur nous, les profs, au sens où le contexte de cette pause méridienne est très souvent peu propice au bon développement de l'enfant. Je pense tout d'abord au bruit. À chaque fois, alors je suis encore une fois, je vous le répète, moi je suis en primaire, alors les écoles auxquelles je pense sont les écoles où la salle de restauration scolaire était inclue dans l'école et était assez basse de plafond, assez petite et donc très bruyante et très fatigante, que ce soit pour les élèves ou même pour les personnes qui travaillaient. Je me rappelle des quelques fois où j'ai dû y passer du brouhaha ambiant où les élèves ne s'entendent pas parler, tout le monde crie, c'est un capharnaüm sans nom. Et comment voulez-vous qu'après on ait des élèves l'après-midi qui soient disponibles pour les apprentissages? Je pense que le fait qu'on commence par repenser ces espaces de restauration, notamment par des dispositifs de réducteurs de bruit, le mot est peut-être un peu pompeux, mais j'avais vu notamment certaines tables qui fait que les verres tapent dessus beaucoup moins fort, certaines personnes qui avaient mis des balles de tennis usagées sous la chaise pour faire moins de bruit avec les chaises, le fait d'avoir d'avoir mis des rideaux un peu partout pour mieux absorber le bruit, avoir moins d'écho, enfin, tout un tas de petites mesures que les mairies peuvent mettre en place pour réduire le bruit dans le lieu qui sert à la prise des repas. Ça aide grandement nos élèves déjà à être beaucoup moins fatigués de leur journée d'école, car la pause méridienne pour beaucoup d'élèves, mais en fait on se voit bien, ne serait-ce qu'au niveau de leur niveau d'attention chute fortement après avoir mangé, et parce que la pause méridienne elle les a épuisés. C'est dans un environnement ultra bruyant où on mange de la nourriture qui nous fait pas forcément rêver, et vraiment le bruit et la nuisance sonore, c'est un vrai problème lors des pauses méridiennes. D'autre part, des fois les activités qui sont proposées, j'ai vu ça, c'était une catastrophe. Alors je parlerai plus tard des personnes qui animent ces activités. Il y en a des formidables, mais il y a aussi des boulets finis. J'ai déjà vu l'activité, c'était censé être jeu de société. Il y avait 15 gosses qui étaient en roue libre, qui faisaient n'importe quoi, un paquet de cartes étalé au milieu et deux personnels de mairie qui étaient 10 mètres plus loin sur leur téléphone ou en train de papoter, ça dépendait des moments. Donc les activités qu'on propose aux élèves sur ces pauses périscolaires ont une vraie plus-value. Et alors c'est peut-être mon côté ancien animateur de colo qui parle, mais je pense qu'il ne faut pas du tout dénigrer les activités qu'on peut proposer pendant le périscolaire, et je pense que ça a une vraie plus-value, que ce soit d'un point de vue éducatif au sens strict, ou même d'un point de vue est-ce que l'enfant est content de sa journée au sens large. C'est un grand intérêt d'un point de vue éducatif, au sens où ça peut permettre à des enfants qui sont moins à l'aise sur certains apprentissages scolaires de se sentir valorisés, de se sentir en réussite, et surtout ça permet aux élèves de se canaliser, de se poser, de faire quelque chose, et d'être beaucoup moins fatigués de cette pause méridienne où ils seront partis dans tous les sens sans avoir réussi à se canaliser. Je pense que c'est le rôle des adultes de leur apprendre à se canaliser, à leur donner évidemment des moments pour se défouler, mais leur apprendre à se canaliser et à se défouler correctement au travers de vraies activités sur les temps de midi. Et au-delà de ça, si un enfant de base est content de venir à l'école, qu'il y vient avec le sourire, eh bien, je suis désolé, mais l'enseignant a déjà réussi la moitié de son travail. L'enfant est heureux de venir à l'école, il est heureux d'apprendre. Eh ben, si avec les pauses méridiennes, les enfants sont contents de leur journée, eh ben, tant mieux, ils reviendront à l'école avec plaisir et comme ça, on pourra leur enseigner quelque chose. Même l'élève qui, de prime abord, n'aime pas trop l'école, l'école à la table avec la maîtresse, c'est pas trop son truc. Mais bon, au moins il est content, à midi il a joué, il a fait ça, et ben au moins il est content de sa journée, il y a un moment positif, et du coup il est heureux de revenir il peut être plus heureux de revenir à l'école, et ça c'est forcément bénéfique pour l'enfant et pour les apprentissages. Et d'autre part,
Alors là, c'est encore une fois, c'est le prof du primaire qui parle, et je pense que les profs du secondaire me rejoindront sur ce point. Dans les activités méridiennes, il faut comme je l'ai dit, des vraies activités de qualité, animées par des monos, par des gens de la cantine qui ont fait de l'animation, qui aiment ce qu'ils font. Car les métiers de l'animation, mais moi je trouve ça, c'est très mal payé, mais c'est des métiers quand c'est bien fait, mais qui sont géniaux. Et il faut inclure un vrai retour au calme. Il faut qu'on arrive à établir, j'en parlerai plus tard, dans les relations avec ces personnes de la mairie, mais il faut qu'on arrive à discuter avec les personnes de la mairie pour faire des vrais retours au calme après la pause méridienne. Enfin, comme beaucoup de mes collègues, on dit que c'est plus possible de se récupérer des élèves complètement énervés, complètement excités après la cantine. Et ça, pendant la pause méridienne, ça peut vraiment être un super moment où l'enfant découvre de nouvelles saveurs, découvre de nouveaux goûts, participe à la vie de la collectivité en nettoyant et après en faisant de la vaisselle. Il fait une activité qui kiffe, il prend du plaisir à être à l'école. Mais après, il faut qu'il apprenne à revenir au calme. Et il faudrait vraiment que les personnes qui gèrent les activités en prennent conscience et fassent des vrais retours au calme avec les gosses, au lieu de nous lâcher des piles électriques et où l'enseignant, après, du coup, perd les 20 premières minutes de retour en classe à faire un retour au calme. Car c'est impossible d'enseigner, de faire quelque chose de concret avec une classe complètement excitée. Alors, le plat principal est terminé, passons au dessert. Alors, les relations avec les gens qui tournent autour de la pause méridienne. Déjà, tout d'abord, les relations avec le personnel de mairie. Les relations avec le personnel de mairie, c'est toujours un peu délicat parce que c'est pas des personnes de l'éducation nationale, ils ont pas les mêmes chefs que nous et ils ne répondent pas aux mêmes obligations que nous. Alors, je vais être à la fois caricatural, mais pas si loin que ça de la vérité. Dans les dames de cantine, pour faire simple, j'ai croisé deux types de personnes. Des dames formidables que je salue, avec qui j'ai passé de très bons moments. Je pense notamment à deux dames de cantine qui étaient aussi femmes de ménage le matin, avec qui je venais exprès en avance à l'école pour prendre mon café avec elles avant de recevoir les élèves et avoir ce petit temps de discussion avec elles sur les marches de l'école avant d'attaquer ma journée. Ces deux dames de cantine ces deux employés de mairie qui faisaient à la fois la cantine le midi avec d'autres, le ménage le matin, étaient formidables. Elles avaient un relationnel, que ce soit avec les parents pénibles, avec les profs, avec les élèves, elles avaient un relationnel formidable. Et dans les employés de mairie, il y a vraiment des gens géniaux et qui sont d'ailleurs sous-payés par rapport à la qualité de vie, à la qualité de travail qu'elles peuvent nous apporter. Mais il y a également des boulets. Et dans les boulets, il y a aussi des gens qui ont un quotient intellectuel à deux chiffres, qui sont pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir et qui sont de vrais boulets. Et là-dessus, c'est quelque chose sur lequel nous, en tant qu'enseignants, on n'a aucune prise, on n'a aucun impact. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est chérissez autant que possible les bonnes personnes, celles qui nous apportent une valeur ajoutée à notre journée. Et quant aux boulets, évitons-les le plus possible. De toute façon, ça sert à rien, ils dépendent de la mairie. Et souvent, en général, les boulets, c'est comme les carènes. Ils ont tendance à se repérer entre eux, à se regrouper entre eux. Évitons ces groupes de boulets autant que possible et limitons les contacts avec ces boulets, avec ces feignants, quand ce sont des personnes dont on se demande comment elles sont arrivées là. Mais encore une fois, ne tombons pas dans l'erreur que font certains enseignants, qui est de prendre les dames de cantine de haut. Tu comprends, c'est la femme de ménage, c'est la dame de cantine. Elle est gentille, mais elle a pas inventé l'eau chaude. Non, arrêtez vos conneries. Il y a évidemment là-dedans des personnes pas très fut-fut, mais il y a aussi beaucoup de personnes formidables. Et en apprenant un peu à les connaître, on découvre qu'il y a plus de personnes intéressantes, pour pas dire formidables, dans ces personnes, que de personnes pénibles. Et surtout, une fois qu'on s'entend bien avec, une fois qu'on a fait un petit travail relationnel, et je vais pas dire qu'on les a dans la poche, mais une fois qu'on a des relations, pas d'égal à égal parce qu'on fait pas le même travail, mais une fois qu'on a des relations respectueuses d'une part et d'autre, ça devient vraiment des personnes qui, en tout cas à mon sens, me font passer une bonne journée. Et vraiment, j'ai une pensée émue quand je pense à elles et de ces
de ces dames de cantine que j'ai croisées dans différentes écoles. Et mesdames, je vous salue au passage et je vous remercie pour tous ces bons moments. Et aussi, là, message plus aux jeunes enseignants, écoutez-les. Il y en a certaines qui font ça depuis des années. Des enfants, elles en ont vu plus que vous. Et elles peuvent, si pour certains qui sont un peu trop sur leur piédestal, il ferait mieux de descendre de leur piédestal, de se mettre un peu à leur niveau. Enfin, pas se mettre à leur niveau, mais de parler d'égal à égal avec elles. Et vous verrez que ces personnes ont, pour certaines, beaucoup à vous apprendre sur la manière de prendre un enfant et de manière de comprendre et de parler à un enfant. Même si évidemment, je pense aussi à certaines qui n'avaient pas inventé la poudre et qui étaient pas loin quand ça a pété. Alors, il y a ces dames, justement, ces dames de la cantine, vous allez être en liaison avec elles, notamment pour la liaison avec certains élèves pénibles. Alors, concernant la liaison école périscolaire pour les élèves pénibles, j'aurais tendance à dire, et ça c'est mon expérience, encore une fois, dites-moi en commentaire si vous avez eu des retours, vous, qui sont différents, mais je vous dirais méfiance. Ne faites un lien, il doit y avoir un lien, mais pas trop important. Au sens où moi j'avais un élève qui était adorable, mais qui ne tenait pas en place parce qu'il y avait des troubles qui le dépassaient. Et j'ai fait l'erreur avec une dame de cantine qui n'avait pas forcément la lumière à tous les étages. J'ai fait l'erreur de vouloir être dans la communication exhaustive et un peu à outrance pour que cet élève soit pris en charge du mieux possible. Et tous les midis, elle venait me les briser pendant 10 minutes. Oui, mais il a fait ci, oui, mais il a fait ça. Et c'était moi qui devais lui apporter les solutions sur le temps de midi. Donc, depuis ce jour-là, ça m'a servi de leçon. On ne m'y prendra plus. J'ai arrêté. J'ai arrêté de trop communiquer sur les élèves pénibles. J'ai toujours été en revanche très à cheval sur le respect. La liaison, en fait, je la fais là-dessus. Au sens où les élèves sont pénibles sur le temps de midi, c'est pas à moi de les gérer, c'est ton travail, je te laisse le faire, au même titre que quand ils sont dans ma classe, c'est pas à moi de les gérer. En revanche, la liaison que je fais, c'est sur le respect. Le respect, pour moi, c'est quelque chose de primordial, et je n'hésite pas, même si c'est pas le même temps, sur le même temps, à sanctionner lourdement un manque de respect envers certaines dames de la cantine, car j'ai vu des enfants être ignobles envers certaines dames de la cantine qui n'osaient pas trop à s'affirmer, qui n'osaient pas trop, je vais pas dire élever la voix, mais que c'était des débutantes, elles savaient pas trop comment s'y prendre, certains élèves en profitaient, et je suis désolé, on reste des êtres humains. À l'école, on apprend le respect, même si ça devrait déjà être acquis à la maison, mais la liaison pour les élèves pénibles, moi je la fais surtout au niveau du respect. L'élève a à respecter son enseignant, quelle que soit la situation, et aussi à respecter les dames de la cantine. Donc ne faites pas comme moi à mes débuts. Les élèves pénibles, laissez-les les gérer. En revanche, le manque de respect, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, il doit y avoir vraiment cette continuité de l'apprentissage, au sens où l'enfant doit être respectueux avec les adultes avec lesquels il est en interaction, d'autant plus que ces adultes, on est là pour l'enrichir et pour l'aider à se développer. Également dans la relation entre guillemets, alors là ça va être un peu enfant, parents et enseignants, la gestion des conflits. Souvent les parents viennent nous voir pour des conflits qui ont lieu pendant la pause périscolaire. Pareil, en tant que jeune enseignant, j'ai fait l'erreur, j'ai fait énormément d'erreurs. Alors celle-là, c'est une de mes plus belles, ça a été de vouloir gérer les conflits du périscolaire après. Parce que l'enfant a eu une dispute à midi à la cantine, et la dispute, forcément, pour l'enfant, c'est une continuité. Du coup, la dispute déborde sur le temps scolaire, et on se retrouve des fois à gérer avec les parents des disputes, mais qui des fois partent de bêtises, d'un pot de yaourt, vraiment des bêtises qui partent d'un pot de yaourt, et tu te retrouves à gérer ça à 4h30, on ne m'y prendra plus. Tout de suite, moi, si je vois que le moindre conflit a commencé à naître à la cantine et qui commence à continuer là, je renvoie immédiatement, que ce soit les parents s'ils viennent me voir ou même les élèves, vers les dames de cantine.
Tout de suite, on renvoie. Parce que c'est pas possible de... J'ai essayé, comme tout jeune enseignant un peu idéaliste, de gérer ça, mais c'est pas possible d'essayer de gérer des conflits où on n'y était pas. En fait, on n'y était pas, on sait pas ce qui s'y est passé. Alors on essaie de faire quand même, donc on fait à moitié, mais du coup on le fait mal et à chaque fois c'est mal fait. Enfin pour ma part, je le faisais mal, du coup j'ai arrêté. Tous les conflits entre élèves, même aussi infimes soient-ils, qui naissent sur la pause méridienne, ils doivent le régler avec les personnes de la pause méridienne. Et j'encourage même les parents, avant justement que ça dégénère et d'avoir des parents pénibles ou non qui viennent me demander ce qui s'est passé à midi, je leur dis tout de suite, vous voyez ça avec les dames de la cantine. J'ai essayé de ne pas mettre cette barrière au début, ça a été un échec, et du coup, maintenant, j'en ai tiré les conséquences. Idem quand un parent vient directement se plaindre de quelque chose qui s'est passé à la cantine. Ouais, mais il s'est passé ça, ils ont mangé ça, c'était... Stop. C'est la mairie. Vous voyez ça avec la mairie. Au mieux, moi, je peux donner un papier de la part des dames de cantine le midi, mais ça s'arrête là. Et les parents, je les renvoie tout de suite vers le service de la mairie. Je les entends, je comprends que quand t'es parent, c'est beaucoup plus facile d'en parler directement à l'enseignant à la sortie de l'école et que t'as pas que ça à faire d'aller batailler avec la mairie. Mais ce sont nos partenaires, oui et non, au sens où je l'ai vu plus d'une fois, on est partenaire avec la mairie tant que tout va bien. Le jour où il y a un conflit, ils ouvrent le parapluie et ils se couvriront autant que possible. Et du coup, avoir pris position sur une situation qui peut être conflictuelle alors qu'on n'y était pas et qu'on n'a pas toutes les bases, enfin qu'on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé exactement, je pense que c'est ouvrir la boîte de Pandore. Du coup, moi, je n'ouvre pas la boîte de Pandore. Et ce qui s'est passé le temps de midi, ça reste le temps de midi. Dans les limites du raisonnable, bien entendu. C'est sûr que si une élève vient me voir en me disant que on lui a demandé on lui a demandé de montrer ses fesses aux toilettes, c'est évident que on va mettre le nez dedans. Mais enfin, on va s'occuper du problème. On se comprend très bien. Mais pour tout ce qui est les petites disputes entre élèves ou les parents mécontents, ça s'est passé pendant le temps de midi. C'est pas votre problème. Vous n'y étiez pas. Ne prenez pas parti sur quelque chose dont vous n'avez pas les informations, quelque chose qui ne dépend pas de vous, et renvoyez-les directement. Voilà. Le dessert est fini. Comme je vous l'ai proposé, je vous laisse débarrasser votre table, aller faire la vaisselle, et je vous dis à une prochaine fois. C'était Pat, le prof à tribord, et je vous dis à la semaine prochaine.